Vous êtes sur la Pan-African Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission consacrée à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble ces thématiques qui font évoluer évidemment cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Génération News, vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons nous pencher sur ce thème très important, assez large mais très simple également aussi, mais qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On va parler de soliloquer. Soliloquer, le fait de parler seul, est-ce qu'on peut appeler dans le domaine du théâtre un monologue? Pourquoi aujourd'hui le fait de parler seul est perçu comme un signe d'intelligence? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de l'empathie. Pourquoi aujourd'hui l'empathie est vue comme un signe de faiblesse? Est-ce que le fait d'être un peu trop gentil ou gentille est également une façon de s'exposer à plusieurs dangers? En d'autres termes, quels sont les risques liés à l'empathie? C'est la thématique de cette deuxième et dernière partie d'émission. Ils sont sur ce plateau avec moi, Génération News, pour la plupart des habitués, c'est le cas de Genèse, étudiant en journalisme et communication. Toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau, Génération News. Plaisir partagé. Plaisir partagé également, on l'espère, pour notre ami Abdoulaye. Première participation à Génération News. Vous êtes journaliste. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis. Et on termine avec la seule femme sur ce plateau de Génération News, Aminata. Vous êtes étudiante en électromécanique. C'est la deuxième participation à Génération News. En tout cas, merci d'être de nôtre aujourd'hui, Aminata. Merci beaucoup à vous aussi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Genèse, je démarre avec toi pour cette première partie de l'émission, dans mon introduction. Justement, je parlais de soliloquer, donc le fait de parler seul. La thématique du jour, c'est pourquoi et comment c'est perçu comme un signe d'intelligence, selon toi? Alors, de nos jours, c'est perçu comme un signe d'intelligence, sans doute parce que c'est quelque chose qui permet, déjà, parler seul, ça favorise la réflexion et surtout la concentration. D'aucuns disent, d'ailleurs, l'un de vous t'interrompre, d'aucuns disent, c'est réfléchir à haute voix. Le fait de parler seul, c'est réfléchir à haute voix. Oui, ça c'est celui qui soliloque, mais celui qui le regarde, celui qui te regarde, celui qui nous regarde, ne perçoit pas toujours cela comme l'idée de réfléchir à haute voix. Mais pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose de... Pourquoi c'est perçu comme un signe d'intelligence? C'est parce que ça favorise la réflexion et surtout la concentration. En ce sens que ça te permet de mieux organiser tes idées. Maintenant, s'il faut aussi pousser la réflexion un peu plus loin, chez moi, ça favorise surtout la créativité. C'est-à-dire que ça me permet de... Ça stimule la créativité, en ce sens que ça me permet d'aller au-dedans de moi et chercher des idées et surtout faire des simulations avec moi-même pour voir ce que ça pourrait donner sur un plan assez officiel. Est-ce qu'il y a une autre façon, Abdoulaye, avant de donner la parole à Aminata, est-ce qu'il y a une autre façon de soliloquer? Est-ce que toi, déjà, ça t'arrive parfois de te retrouver seul et de mettre en évidence cette expérience qui consiste à se parler à soi-même? Mais bien sûr, Régis, je crois que je répondrai en disant tout naturellement, parce que je me dis que tout homme a besoin par moment de se retrouver seul et puis de passer les événements de sa vie sous un regard, disons, critique. Exactement. Qui lui permettrait peut-être de se dire, bon, voilà les comportements qu'il faut avoir, voilà la manière dont il faut agir. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel et bien sûr, ça m'arrive de me retrouver et puis de me poser des questions, de répondre. Mais en général, c'est dans quelle situation que tu te retrouves à soliloquer, à avoir ce monologue? Alors, en vérité, personnellement, moi, je le fais très souvent, que ce soit parce qu'il y a des événements en cours qui méritent une réflexion beaucoup plus active, ou encore qu'il y ait juste peut-être des choses qui me traversent l'esprit et puis que j'essaie de comprendre. Mais en vrai, bon, toutes les situations, je crois, méritent que l'on se retrouve seul, que l'on parle. Maintenant, puisque on interroge la manière, c'est-à-dire quand la personne soliloque, il parle, peut-être comme disait tout à l'heure Genèse, quelqu'un qui te voit, il peut se dire que bon, tu es fou. Mais je pense que, oui, loin d'une folie, c'est bien sûr une manière tout à fait humaine et naturelle de s'exprimer. Et ça permet surtout de mettre de l'ordre dans ses idées
et puis de se retrouver, comme j'ai dit. En d'autres termes, une folie intelligente. C'est ça. Et puis, de toutes les façons, on a besoin de folie un peu de folie dans la vie. dans notre vie. Justement, cette folie, ma chère Aminata, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es plutôt à l'aise aussi, le fait de se parler à soi-même, donc le fait d'avoir ce monologue-là, une confrontation avec soi-même, est-ce que ça t'aide beaucoup, des fois quand tu te retrouves dans une situation comme ça, et est-ce que tu le fais devant les gens ou bien tu as besoin d'être dans ta petite zone de confort pour te parler à toi-même? Comment ça se passe? Bon, le fait de soliloquer, c'est pas forcément signe d'intelligence. Parfois, ah non, mais on est d'accord avec toi. Oui. Partage-nous ton désaccord. Parfois, si c'est dans un but productif, ouais. ça peut comment dirais-je, faire évoluer les idées dans le bon sens. Avoir plus de clarté dans les idées. Ouais. Mais dans un côté négatif, on peut percevoir comme une manière des jugements des autres. On peut dire que cette personne-là, il parle seul. Est-ce qu'il n'a pas un problème? Est-ce qu'il n'est pas fou, enfin, comme l'a dit Abdoulaye? Ouais, la perception. Mais parfois, c'est bien de soliloquer, mais en étant dans sa zone de confort. Ne pas voir en face des gens, quoi. Mais se retrouver seul, faire la part des choses en tant que personne, se regarder, ça permet de méditer en quelque sorte. C'est ça, ouais. C'est vrai que quand on parle souvent en fin d'année, on l'a tous fait, on parle d'un bilan introspectif, mais là c'est de l'introspection. Or le fait de soliloquer, c'est vraiment dans le côté verbal, donc on verbalise certaines choses. Est-ce que toi tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de parler, d'entendre cette voix? Parfois, j'ai besoin de parler à moi-même pour faire la part des choses. Parce qu'il y a des études qui disent que même parler, ça permet de rafraîchir la mémoire parfois. Exactement, c'est vrai. Ça permet aussi, si on parle à haute voix, on parle à soi-même, on peut avoir beaucoup d'idées et aussi grandir d'autres projets dans un but productif. Mais parfois aussi, ça peut avoir des inconvénients dans un autre plan. Quand les gens te voient, tu parles seul, ça peut être perçu comme un jugement. Oui, c'est ça. La perception, tout de suite, elle fonce, elle y va. Moi, je vais revenir parce que ce que Aminata vient de dire, c'est assez pertinent quand elle parle un peu du côté sombre du fait de se parler à soi-même, donc ce monologue qu'on a. Au-delà de la perception, donc du jugement, quels peuvent être d'autres risques ou conséquences liées au fait de soliloquer? Ça peut aussi créer de l'inattention. Ouais. Voilà, parce qu'à force d'être trop concentré sur soi-même, on peut parfois t'interpeller et tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui t'interpelle parce que, comme j'ai dit au départ, ça renforce la réflexion, mais aussi la concentration. Donc, à force d'être trop concentré ou voilà. C'est même pas la solitude, en fait ça te ramène trop sur toi-même au point où on peut t'interpeller. Tu vas dire que non, désolé, je t'ai pas vu, mais c'est parce que tu étais en train de... Parce que le plus souvent, lorsqu'on est concentré sur soi-même, on a plus de chances de ne vraiment pas prêter attention à d'autres personnes plutôt que lorsqu'on parle avec... Voilà, on se déconnecte complètement de l'entourage. Donc ça fait en sorte que on peut parfois oublier ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, mais est-ce que quelque part le fait de soliloquer, parce que tous vous avez abordé un point et là où vos arguments se rejoignent, c'est que ça permet, alors moi j'ai beaucoup aimé la métaphore de Abdoulaye, de ranger dans les cases un petit peu nos idées, et c'est pareil, hein, Aminata parlait et pareil, tu parlais d'avoir une réflexion plus on va dire stricte, mieux rangée. Voilà. Est-ce que quelque part, si on veut ranger nos idées, est-ce que le fait de soliloquer, vu que le fait de soliloquer, c'est vu comme étant un mécanisme qui nous permet effectivement de ranger nos idées, est-ce que c'est pas quelque part aussi une forme de déconnexion avec notre cerveau, au point où on a besoin de se parler à nous pour aider notre cerveau à mieux ranger ses idées et être mieux concentré, comme vous dites? Bien sûr, c'est forcément une déconnexion pour mieux organiser ses idées. Parce qu'on oublie parfois quand on... Exactement. Le risque, c'est celui-là. Il y a toujours des défaillances. C'est-à-dire que la deuxième idée peut venir avant la première idée, ou bien il y a toujours un risque d'en mêler les choses plutôt que lorsqu'on note ces idées ou ces arguments-là. Donc, pour moi, le fait de soliloquer,
c'est vraiment créer une certaine déconnexion avec notre cerveau, mais il y a toujours un fil connecteur qui est la réflexion. Parce Exactement. Qui parle de réflexion, qui parle de cerveau, pas forcément de réflexion avec soi-même. Donc pour moi, il y a le plus gros risque, c'est celui-là en fait. C'est la défaillance. Il y a toujours une défaillance. Ça veut dire qu'on peut être cohérent, mais sans être on peut être pertinent, pardon, sans pour autant être toujours cohérent, parce que il y a des idées qui peuvent venir les unes avant les autres sans qu'elles ne soient mises de manière consécutive. Alors, les grands noms que ce soit de la philosophie, des mathématiques, du français, du 15e, j'en passe, tous ont été pris entre guillemets pour des fous, donc des personnes avec on va dire une déficience mentale, mais c'est des gens qui parlaient seuls. D'où la thématique. Est-ce que le fait de parler seul est perçu comme un signe d'intelligence? Est-ce que le trop d'informations, justement, peut nous conduire à ça, mon cher Abdoulaye, à perdre totalement le réseau, j'ai envie de dire? Oui, mais je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait tantôt Genèse. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de cet aspect de déconcentration, quand on est au milieu, par exemple, des gens, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'important à noter. C'est que souvent, dans nos interactions sociales, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, de parasites qui viennent parfois, par exemple, des conversations qui ne nous intéressent pas forcément, ou encore des situations un peu embarrassantes. Je pense que par moment, c'est bien de se recentrer sur soi pour éviter, par exemple, ces genres de choses. Ouais. Mais pour insister, vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé d'auteurs ou de grands noms, de penseurs, etc. Mais je pense que c'est en ça d'abord qu'il faut s'appuyer pour dire que c'est effectivement un signe d'intelligence pour moi. Parce que je me dis que c'est une manière d'expression. Or, on le sait, pour écrire, l'écriture est une forme, en tout cas, de réflexion active, puisqu'on couche sur de l'écrit ce qu'on a déjà conçu. Exactement. Et quand on dit que justement tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire aisément, la conception, je pense, se fait dans le cerveau. Mais il est clair qu'une conception active ne peut pas avoir les mêmes effets, les mêmes résultats qu'une conception, disons, négative. Quand je donne juste à mon cerveau cette tâche-là de réfléchir sur les événements, peut-être que c'est à la limite un peu limité, en tout cas ce que j'aurais pu avoir comme rendu. Quand, par exemple, je me retrouve devant un miroir, je me parle, je pose les pour, je pose les contre. Et ce monologue-là permet souvent de faire ressortir des versions diverses de moi-même, et ça apporte une contradiction qui peut... Et d'ailleurs, pour appuyer, parce que ton argument, il est très pertinent, pour aller dans ce sens-là, c'est d'ailleurs une technique que les psychologues utilisent en général. Donc cette confrontation avec soi-même, on se dit, tu te mets devant un miroir, ce qu'on appelle l'effet miroir, justement, dans cette capacité à se reconnaître de l'autre côté et à se dire certaines choses. Avant de justement donner la parole à Aminata, je reste avec toi en quelques minutes, Abdoulaye. Alors c'est vrai qu'on a parlé justement de cette déconnexion avec le cerveau lorsqu'on se retrouve à avoir ce monologue-là dans différents domaines. Tout à l'heure, dans mon introduction, quand je parlais au théâtre, on parle du monologue. Donc, c'est quelque chose également qui est très important. On a sa sœur jumelle aujourd'hui qui est le slam. Et quand on parle du slam aussi, on est toujours dans cette béatitude-là où on se parle à soi. Moi, je vais revenir sur la colère, parce qu'on a parlé de ce sentiment-là qui est la réflexion, mais la colère également. Quand on est en colère, on parle seul en général, mon cher... Effectivement, je pense que quand on est en colère, bien sûr, on parle seul. Et puis, ça évite, par exemple, de dire peut-être des choses qu'on aurait pu regretter si les autres Du coup, donc, il faut voir le fait de soliloquer aussi comme une thérapie dans certaines situations. Bien sûr, c'est une thérapie, et mieux, c'est une manière de s'exprimer à travers, bien sûr, les confessions qu'on fait. Mais vous savez, en Wolof, il y a un terme qui est consacré pour ça. On parle de duggu soruqu manakan, c'est-à-dire tu te retrouves et puis tu essayes de te demander, de te poser des questions comme qui suis-je, est-ce que je dois faire telle ou telle chose. Et quand je suis en colère, par exemple, il y a des pulsions qui se dégagent. Il y a forcément des choses que je veux faire pour le moment, mais qui à coup sûr me seront extrêmement amères ou en tout cas regrettables peu de temps après. Ce qui veut dire que si en ce moment-là, par exemple, j'ai cette occasion-là de soliloquer seul, de parler, ça me permet au moins toute cette colère emmagasinée. C'est ça. Et puis ça évite peut-être d'autres désagréments qui pourraient peut-être naître de cet état de colère-là. Exactement. Oui. Je voudrais
pousser un peu plus loin, pour moi, c'est vrai, pour revenir surtout sur l'aspect thérapeutique, pour moi aussi, j'aime bien soliloquer dans la mesure où ça me permet de me galvaniser. Voilà, je me dis que bon... Les psychologues appellent ça le discours mental, donc c'est le fait de s'auto-encourager. Voilà, surtout devant le miroir, c'est encore plus facile, où je me dis, bon, écoute, voilà ce que tu as déjà réussi à faire. Et là, tu te vois vraiment en train de t'adresser à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est toi, mais tu as l'impression aussi que c'est quelqu'un d'autre qui te parle, mais qui n'est qu'une autre personne, mais qui te connaît mieux que d'autres personnes. Et en fait, soliloquer, c'est une conversation avec son cerveau, tout simplement. Très bien, très bien. Donc, et là, tu vois que ça, tu te connais mieux que toi-même, tu connais les mots que tu aurais voulu entendre. Et moi, je me dis que ça... C'est plus sincère par moment aussi. Exactement. Merci. Parce que, en fait, c'est là un peu le piège aussi, parce qu'on peut se mentir à nous-mêmes. On est seul, donc on peut se dire, ah tiens, mais t'as raison, même si on a tort, on est persuadé. C'est là le danger, c'est quelque part, c'est qu'en fait, on n'a personne pour nous dire, ah, fais attention. Donc, d'où la question que je veux poser à Aminata, est-ce que c'est bien, parfois, de soliloquer devant quelqu'un, de proche. Tout à l'heure, dans mon introduction, je taquinais Genèse en parlant de réfléchir à haute voix, parce qu'il y en a qui disent non, je ne suis pas en train de soliloquer, je suis en train de réfléchir à haute voix, de telle sorte que, au lieu de réfléchir en murmurant, mais je réfléchis de telle sorte que certaines personnes puissent m'entendre. Est-ce que toi, tu es du genre à réfléchir à haute voix devant des gens pour qu'on t'oriente un petit peu au cas où voilà, tu vas te perdre un peu dans tes idées? Non, d'habitude, moi, je soliloque seule. Quand je suis chez moi, ou bien si j'ai des problèmes, ou bien si je dois aller faire quelque chose, j'entre dans ma chambre, je soliloque, je parle, je me dis, si je fais ça, est-ce que ça aura quel impact? Si je fais ça, après, c'est comme si que je me pose des questions et je réponds en même temps. Exactement, c'est ça. Parfois, après ça, je vais me décider, je vais dire, ah, bon, voilà. Parfois aussi, il y a beaucoup de comment dirais-je, je fais ça, mais il y a des bienfaits là-dessus. Exactement. Parce que si je fais... Faites une mise à jour. Oui, c'est une nouvelle version de toi. De moi-même. C'est productif. En plus, si tu parles à haute voix à toi-même, tu t'entends en retour. Après, tu vas décider de quoi... tu vas voir de quoi tu es capable, de quoi tu peux faire. Et c'est bénéfique dans un certain moment. Mais d'autre part aussi, il y a des inconvénients. Parce que tout le temps, quand tu soliloques seul, ça peut amener à être... associable. Donc, à te sentir bien en étant seul. Oui, en étant seul et se déconnecter des autres. Et aussi, ça, c'est pas bien. De la vie réelle. Et du coup, est-ce que... Genèse, est-ce que je reste avec toi, Aminata? Est-ce que du coup, je pense que peut-être Abdoulaye et Genèse me donneront également leur point de vue là-dessus. Quand on parle de soliloquer, on est dans une réflexion. Mais est-ce que lorsque on est dans l'apprentissage, est-ce qu'on est aussi en train de soliloquer ou bien c'est simplement de l'apprentissage? Je m'explique. Supposons que tu as devoir demain, tu dois réviser. Cette révision, parfois tu te retrouves à parler seul, à réviser pour voir si tu as bien parcourisé ou bien maîtrisé le cours. Est-ce que ce procédé-là, tu es toujours en train de soliloquer ou bien c'est simplement de l'apprentissage? Oui, bien sûr. Parfois, il m'arrive des fois de soliloquer et de dire ce point-là, pourquoi je ne vais pas apprendre de cette manière pour beaucoup plus... mémoriser la leçon ou bien soliloquer, c'est bien parce que dans un certain cas, si tu as un devoir par exemple, tu dis, il y a des gens qui sont dans la classe, ils viennent comme toi, ils s'habillent bien comme toi, et pourquoi pas toi, tu peux avoir des notes aussi comme eux, pourquoi tu peux pas beaucoup plus avoir beaucoup en fait, ce discours mental comme Genèse, en fait, c'est éviter les classes sociales, se dire pourquoi qui viennent en voiture et moi en bus. C'est la même chose, on est de la même personne et on doit... C'est pas parce que l'autre là est riche ou bien est de cette... certains avantages en fait. Oui, tout le monde, tous les gens sont égaux. Moi, je me dis... Ça me permet de me renforcer davantage. La dernière fois que tu as eu une conversation avec toi-même, c'était quand? Ah oui, parce que ça, c'est bien. Sentimental, oui. De manière sentimentale, les émotions aussi, ça permet, si tu soliloques, ça te permet de te sentir bien aussi. Ouais, tout à l'heure, on a parlé de l'aspect thérapeutique. Effectivement, en général, déjà, quand on parle de dépression,
la dépression, c'est simplement le fait de se parler à soi-même, mais de façon négative. En général, on ne sait même pas qu'on est dépressif. Hein. C'est quand on sort de là qu'on se rend compte qu'on a fait 2 semaines à la maison, on n'a pas mangé, on n'a parlé à personne. Et là, tu te dis, ah, mais vraiment, j'étais dans cet état dépressif. Donc, effectivement, que le fait de se parler à soi-même, c'est comme si on allait faire des confidences. Voilà, donc on arrive à... Sur l'apprentissage, je veux ajouter quelque chose. Vas-y, mon cher. Vous savez, avec l'apprentissage d'une langue, moi, à un moment donné, il m'arrivait de prendre des écouteurs, de mettre les écouteurs, mais sans parler à personne. Je parle en anglais. Alors, je passe quelque part, je parle en anglais, je parle... Alors, l'idée, c'était juste de donner aux autres peut-être l'impression que je parle au téléphone ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors qu'en vrai, je ne parlais à absolument personne, mais je parlais, je m'exprimais parce que j'avais besoin de l'anglais. Et puisque j'en ai besoin et que, bon, si je passe dans les rues en train de parler, peut-être les gens vont faire des jugements, dire que avec des commentaires du genre, il devient fou. Alors, je mettais les écouteurs pour éviter cela, mais surtout pour me concentrer également sur un objectif. Parce que quand tu passes et qu'il y a beaucoup de distractions qui pourraient peut-être venir interrompre. Bah, en fait, la ligne, elle est là aussi, en fait. C'est que dans le moment où tu es en train de soliloquer, c'est de te rappeler qu'attention, il y a une limite à ne pas franchir au point de paraître un petit peu, voilà, bizarre. Non, même quand on est seul, hein, c'est se dire, attends, faut pas que je me retrouve à parler seul à un moment. Donc, lorsqu'on est seul, isolé, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le danger que je voudrais surtout rappeler, c'est de... Mais non, mais si c'est à répétition. Parce qu'à un moment donné, je te pose des questions aussi. La fréquence aussi peut te... Oui, voilà pourquoi ça ne doit pas être aussi extrême ou encore excessif. Mais le danger, en tout cas, quand on dit soliloquer ou encore monologuer, ça revient vraiment à se parler à soi-même, mais vraiment dans un endroit où il n'y a personne. Parce que le simple fait de soliloquer en public, ça relève d'une hystérie. Et ça, c'est dangereux. Parce que les gens ne vont pas tout de suite demander de quoi tu parles, à qui tu parles, qu'est-ce qui se passe. Non, pour eux, tout de suite, voilà, pour eux, c'est vraiment ils déplorent tout de suite une démence. Exactement. En parlant justement de démence, on va en parler en deuxième et dernière partie d'émission, puisque nous allons parler de l'empathie qui s'oppose effectivement à la démence. Vous l'aurez compris, on marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons parler de l'empathie. Quels sont les risques aujourd'hui liés à l'empathie? Mon cher Abdoulaye, je me tourne vers toi, mais avant, évidemment, d'entrer dans le vif du sujet, définition des mots-clés, notamment l'empathie. Qu'est-ce que tu entends par empathie? Et puis, pourquoi aujourd'hui c'est perçu comme étant quelque chose qui peut être nuisible pour l'homme? Alors, merci beaucoup, Régis. Je pense que quand on parle d'empathie, bon, c'est un terme assez répandu. C'est justement peut-être cette tension qu'on a de ressentir, n'est-ce pas, les émotions que les autres, en tout cas, pourraient avoir suite à des événements ou quelque chose comme ça. Mais, un transfert d'émotions. Voilà, donc, mais je pense que c'est... Moi, je la considère comme une valeur parce que si par exemple on dégage aucune empathie à l'endroit des autres, peut-être qu'on passe d'une étape, j'allais dire, de personne, d'humain à animal, puisque les animaux sont instinctifs. Et puis, je pense que même s'il y en a, d'après certains qui les étudient, qui parlent d'animaux qui développent certains signes d'empathie, je pense que quand même, on a plus besoin d'empathie chez les humains, puisqu'ils sont censés vivre en société comme on le fait, construire ensemble. Et puis donc, à cet égard-là, je pense qu'on a besoin d'empathie en tant qu'humain. Maintenant, pourquoi c'est perçu comme un signe de faiblesse? Justement parce qu'on en abuse quand l'on montre un peu d'empathie ou que l'on se montre un peu très généreux, généreux avec les autres. Les gens ont tendance à en abuser et c'est dans cet abus-là qu'il faut peut-être trouver tout le problème et la raison pour laquelle également on devrait peut-être en parler pour dire que oui, je développe de l'empathie pour les autres. Ça ne veut pas dire que je suis faible ou que je ne sais pas me fixer des limites. Ça veut tout simplement dire que peut-être j'érige ça comme valeur et que j'aimerais peut-être apporter un temps soit peu aux autres, mais ça ne veut pas dire que moi aussi j'ai pas besoin de quelque chose ou que je suis carrément comblé. Et je pense que c'est juste à ce niveau qu'il faudrait peut-être faire des remarques pour que l'on se rende compte qu'effectivement ce n'est pas forcément de la faiblesse, mais c'est peut-être un besoin, disons, naturel, humain,
de servir ou d'être utile. Ouais, en fait, comme je dis, on vient tous au monde avec des sentiments, avec des qualités. Après, c'est juste l'homme, comme tu l'as souligné, mon cher Abdoulaye, qui malheureusement transforme, dans le mauvais sens du terme, ces qualités-là. Avant de donner la parole à Minata, jeunesse, tout à l'heure, Abdoulaye parlait de trouver des limites dans l'empathie. Quelles sont ces limites-là? Est-ce que c'est facile justement de placer des limites dans l'empathie? Parce que derrière, il y a le jugement de l'autre qui va peut-être mal percevoir qu'aujourd'hui, jeunesse qui a toujours été, on va dire, un ange gardien, se retrouve à fermer ses ailes, quoi. Bon, moi, la seule limite que je vois, c'est l'honnêteté. D'accord. C'est-à-dire lorsque quelqu'un te fait part de sa peine, de ses maux, ou encore de sa situation, la première des choses que tu auras à faire, c'est quoi? Avant de ressentir, c'est essayer de te mettre à sa place, de voir ce que ça aurait fait. Essayer d'appréhender le problème. Mais en toute franchise, si tu ne ressens pas si tu ne ressens pas la même émotion, franchement, essaie de faire comprendre à la personne, essaie de trouver les mots qui sied pour dire à la personne, bon, c'est ce que tu ressens est peut-être difficile à traverser, mais bon, parce que essayer de ressentir la même chose par hypocrisie, je pense que c'est ce qui renforce Il y a la comédie, quoi. Est-ce que réellement on ressent ça? Est-ce que réellement il y a ce transfert d'émotions? Est-ce que c'est pas simplement une compréhension de la situation qu'on interprète? Voilà pourquoi je dis, en toute franchise, faut dire juste, je comprends ce que tu ressens. Mais la limite, c'est celle-là. Je ne peux pas me mettre à pleurer comme toi, je ne peux pas me mettre à... Oui, parce qu'on a les expressions de « je partage ta peine », voilà, mais exactement. on ne la partage pas vraiment, cette peine. Oui, partager, c'est simplement dire « j'appréhende le fait que tu traverses une situation difficile et tu as mon soutien ». Mais maintenant, dire que je vais me mettre... Non, tu l'appréhendes ou tu comprends? Appréhender, c'est saisir par l'esprit, pour moi, c'est ça. D'accord. Voilà. Et donc, pour dire que si on peut utiliser cette sémantique, je comprends ce que tu ressens, je partage ta peine sans vraiment la partager, ça permet au moins à la personne concernée de ne pas se sentir seule. Donc la limite, c'est l'honnêteté, être honnête avec la personne. Parce qu'après, pour moi, je sais que j'ai déjà subi cela et moi, ça m'a conduit à une fatigue, une surcharge émotionnelle. Ouais. Voilà, à force de tout le temps ressentir... c'était plus de la compassion, on va dire. C'était plus de la compassion, qu'on peut aussi lier à l'empathie. C'était plus de la compassion, mais au bout d'un moment, je ne vais pas tout le temps être triste pour une personne. Ça peut amener même à s'oublier soi-même parfois. Merci Exactement. Beaucoup. Voilà, pour moi, en fait, c'est comme on dit, l'être humain, c'est comme une batterie. Hein. C'est que voilà, il y a de l'énergie, et puis derrière, à un moment donné, si tu n'as pas rechargé ça avec des données positives, voilà, tu t'épuises et puis derrière, ça devient un petit peu compliqué. L'empathie, ma chère Aminata, je suppose que l'empathie, c'est quelque chose, quand on te regarde, on voit que voilà, c'est tout à fait naturel chez toi. On le voit souvent même quand tu arrives sur le plateau, il y a cette envie toujours de partager. Comment tu arrives à développer tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, justement, ces limites-là, tu arrives à les mettre avec des copines ou en famille, de dire j'ai besoin de ma zone de confort, ça il faut respecter, mais si tu traverses une situation, je serai toujours là pour toi. En tout cas, cette empathie, ça se voit sur ton visage. Mais est-ce que tu arrives vraiment à mettre des limites? Bien sûr. Au fait, l'empathie, c'est quelque chose de naturel chez les humains. C'est tout à fait naturel. Mais il faut savoir aussi avoir des limites parfois. Parce que tout le temps, tu ne peux pas être à la place d'autrui et te délaisser toi-même. Parfois, il faut se mettre à la place. Parfois, si les gens ont des peines, ont des difficultés, tu peux partager, mais pas tout le temps. Toi aussi, tu as besoin de ce confort, de ce réconfort, autant pour moi, de cette énergie. Mais tout le temps, quand tu partages tout le temps, les gens viennent pleurnicher pour le réconfort. Après toi, tu vas te sentir comment? Mais justement, cette empathie, comment toi tu manifestes ça envers l'autre? C'est-à-dire si par exemple tu as une copine qui a vécu une situation assez compliquée, elle a perdu son téléphone, qu'elle vient d'acheter il y a 2 semaines, toi comment tu arrives justement à faire preuve d'empathie là tout de suite? Est-ce que tu l'invites à manger? Est-ce que vous discutez? Comment ça se passe? Bien sûr, je vais le réconforter. Moi d'habitude je peux dire que je fais ça de façon excessive. Jusqu'à moi, si une copine a perdu quelque chose ou bien si j'ai les moyens de l'en acheter, je vais le faire. Ah mais bien évidemment. Mais non, ça, mais si, Jeannette, tu n'as pas perdu ton téléphone. Mais moi mais le fait que d'abuser tout le temps, ça va amener à être trop, je ne sais pas comment le dire, mais moi j'aime pas l'excès.
L'excès, j'aime pas. Tout le temps, tu viens, tu me dis tes problèmes, mais est-ce que toi, tu arrives à recadrer, c'est-à-dire à repousser? Quand tu sens que là, l'énergie, t'en as tellement donné, t'en as plus à redonner. Oui, je repose. Je dis, non, stop. Moi, je te dis la vérité. Mais parfois, si j'ai les moyens... C'est souligné par Genèse. Voilà. Être honnête. Si j'ai les moyens, je peux te réconforter, je vais venir. Du côté sentimental aussi, si tu viens, si tu as des problèmes ou bien quelque chose, je vais t'inviter à venir t'installer, te réconforter, mais est-ce que tu suis parler. Ça? Est-ce que tu suis ça? C'est-à-dire, est-ce que tu appelles la personne tout le temps pour savoir comment elle va? Oui, parfois, je regarde si elle va bien. C'est un gros investissement émotionnel quand même derrière. C'est ça. Je suis comme ça naturellement. D'accord. Mais en retour, d'habitude, les gens qui sont comme ça n'en reçoivent pas en retour. Je suis d'accord. C'est ça. En fait, ce sont des émetteurs et très peu parfois des récepteurs en fait en termes d'émotion. Juste pour rajouter un truc, il y a des gens qui pensent que l'empathie c'est tout le temps avoir des mots doux. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir des mots crus, mais les gens pensent tout le temps que... C'était justement là ma question. Est-ce qu'il va falloir faire un distinguo entre la gentillesse et l'empathie? Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas toujours la même chose. Parce que l'empathie rejoint de manière... on va dire de manière paronymique, si je peux le dire comme ça rejoint la compassion. C'est-à-dire, c'est cette idée de ressent. En fait, cette synchronisation de la douleur. Je pense que gentillesse, ça rime plus avec altruisme et empathie rime avec compassion. D'accord. Maintenant, on revenir à l'idée de recadrer et tout, mais moi j'ai cette empathie à travers, on va dire, je recadre de manière empathique en donnant des mots à certaines personnes, à certains amis qui ont tendance à se plaindre, à venir me dire que frère, voilà ce que je subis, voilà ce que je subis. J'ai tendance à dire que si ce problème t'arrive à toi-même et non pas moi, c'est parce que la vie ou Dieu estime que tu es en mesure d'y faire face. Donc, quelquefois, évite souvent de révéler tes problèmes à X ou Y parce qu'il y a des problèmes que tu peux régler. En ce sens que... on ne dit pas tout à tout le monde, comme on dit. Exactement. Ouais. Et j'ai même l'impression, ça c'est un truc que mon père me dit souvent, que révéler, on va dire, parler de ses problèmes à tout le monde ou à certaines personnes, c'est révéler au monde son incapacité à y faire face soi-même. Ouais. Donc je pense que pour l'empathie aussi, quelquefois il faut être un peu cru, parce que c'est pas qui aime bien châtie bien. Donc par moment il faut être un peu cru d'esprit avec ces gens-là. En fait, c'est faire le juste milieu, quoi. En fait, c'est un cocktail émotionnel. Voilà. On caresse dans le sens du poil, mais derrière, on donne un petit peu aussi de la chicotte, quoi. Exactement. Et la carotte derrière. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça, un bon mélange. Et justement, mon cher Abdoulaye, c'est vrai qu'on parle de l'empathie. On va s'accrocher à la thématique. On a vraiment parlé des risques. Tout à l'heure, on a évoqué quelques risques liés à l'empathie, mais j'ai l'impression que le risque par excellence, c'est de devoir en fait te substituer à un métier qui n'est pas le tien, c'est-à-dire tu deviens un psychologue quelque part, parce que là, le fait d'entendre l'autre parler, d'avoir l'écoute derrière, bah, tu deviens le psychologue de la classe ou de la famille, en d'autres termes, mais tu n'es pas outillé pour le faire, parce que réellement, on arrive à soigner le problème. C'est vrai, et puis ça pose un autre problème, c'est-à-dire que en voulant parfois aider, parce qu'on n'est pas outillé justement, on peut même aller jusqu'à, en tout cas, donner des conseils qu'il ne fallait pas, ou en tout cas, proposer des pratiques qu'il ne fallait pas, et puis tout ça. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait, il faut toujours savoir se fixer des limites. Et ça me fait penser à une si longue lettre de Mariam Ba. Quand Mariam Ba écrivait pour son personnage, quand elle disait « Aïssatou, j'ai reçu ton mot, en guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. » Et elle ajoute « Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. » C'est cette phrase qui m'intéresse. Alors, la confidence noie la douleur. Nous, on conçoit que, ok, je suis empathique, donc à chaque fois, je dois être la personne qui reçoit toutes les confidences. C'est ça. Et à un moment donné... Enfin, on a le syndrome du médecin, donc de l'infirmier qui... Voilà, vous parlez de syndrome. Hier, justement, j'ai découvert le syndrome du sauveur. Ouais. Et dès que j'ai lu les caractéristiques, c'est une amie qui avait posté ça en story. Je lui dis, moi aussi, je crois que j'ai ça, parce que... Ouais. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pareil, hein, le syndrome du sauveur, de l'infirmier. Voilà. On veut sauver, en fait. Avoir cette envie démesurée de servir, trouver du plaisir dans l'acte même de servir. Et je pense qu'à un moment donné, oui, c'est une valeur, c'est de l'empathie et tout, mais il faut aussi apprendre à dire non, parce que quand on ne sait pas dire non... Et même sur le plan de l'énergie, parce que je pense qu'on nous, on dégage, oui les amis, on va aller un peu plus loin dans cette thématique, je pense qu'on nous, on dégage des énergies, aussi bien négatives que positives. Est-ce que justement, le fait d'être dans la position du récepteur, uniquement du récepteur,
en fait, c'est comme si vous, mon cher Abdoulaye, pour rester avec toi, c'est comme si tu étais en fait un réservoir à émotions. Donc tu vas emmagasiner les émotions des autres. Et derrière, en fait, tu as du mal à les extérioriser. Et derrière, c'est toi, en fait, qui peux en partir sérieusement. Et c'est très difficile à un moment. Si on sait que, par exemple, souvent, comme disait tantôt Aminata, ces genres de personnes, elles n'en reçoivent pas en revanche. Et puis, c'est là où c'est dommage. Et je peux dire que, bon, quand les gens, ils ont déjà cette appréhension-là de vous comme étant une personne discrète, un sage entre guillemets, bon, souvent c'est ça, on vient, on déverse toutes les émotions, toutes les histoires, et puis effectivement, parfois ça peut être extrêmement difficile de vouloir cheminer avec ça. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me fait également penser à la santé mentale, qui est très intéressante, très importante, mais que nous néglige beaucoup ici. On néglige la santé mentale, de sorte que quand on a un problème, le réflexe, ce n'est pas forcément d'aller voir les professionnels qui sont outillés pour nous aider, mais on se penche vers quelqu'un qu'on trouve empathique, et puis c'est là, bonjour les dégâts. Ouais, c'est surtout ça, parce que dans la famille, on a tous un psychologue, hein, c'est lui qui sert de psychologue. Justement, Aminata, par rapport à ça, par rapport à l'empathie, à ces dangers, je pense que tu es vraiment la première sur ce plateau à souligner le danger lié. C'est vrai que notre ami Abdoulaye a parlé des risques. Le danger du fait d'être un peu trop empathique, on l'a souligné, c'est le fait d'emmagasiner tellement d'émotions au point de ne pas en recevoir derrière aussi. Est-ce que justement, toi, Aminata, dans cette empathie-là, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est encore un peu plus compliqué? Alors, on n'était pas à l'époque d'avant, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec ce qui se passe aujourd'hui, le fait que les gens deviennent de plus en plus individualistes, et quand on est seul, comme je dis souvent, la solitude entraîne la sollicitude. Quand on est seul, on sollicite les gens. Et c'est ce qui se passe en général dans l'empathie. Est-ce que le fait que les gens deviennent de plus en plus individualistes renforce encore de plus l'empathie aujourd'hui? Ça est obligé vraiment d'être à cœur ouvert vu que les gens, malheureusement, se retrouvent dans des postures assez compliquées. Oui, parfois, comme vous l'avez dit, Régisseur, de nos jours, au XXIe siècle, les gens d'aujourd'hui sont individualistes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et si tout le temps on est empathique, tout le temps on refuse de dire non aux gens, parfois on peut se nuire on peut se nuire. On peut aller même à ne pas aller parler de ses problèmes aussi. Je vais aborder, désolé de t'interrompre parce que ce que tu veux me dire, c'était avant que l'idée ne m'échappe. Est-ce que dans la tradition Wolof ou musulmane, par exemple, est-ce que justement on parle de ça? Est-ce qu'il y a un point sur l'empathie, la capacité d'écoute, de guérir l'autre par les mots? Oui, on dit souvent que en islam, les gens disent toujours tous les musulmans sont des frères. Tous les musulmans sont des frères. Chaque personne qui vient te parler de son problème, tu dois, même si ce n'est pas par l'argent ou bien quelque chose, tu dois le guérir de tes mots, le réconforter. C'est même chez les Wolofs aussi, on dit souvent qu'au Sénégal, c'est le pays de la teranga. Du coup, on ne peut pas refuser certaines choses. C'est vrai, mais il faut se fixer des limites. Tout le temps, toujours, faut avoir des limites. C'est pas parce que Genèse tout le temps vient me solliciter, vient me parler de ses problèmes que tout le temps j'ai encore ouvert. Il a la réputation d'être le psychologue par excellence. Oui, si on refuse le fait de dire non, parfois il faut dire non parfois. Mais tout le temps, si tu acceptes comme je le suis, moi, Aminata, tout le temps, quand quelqu'un vient me parler de ce problème, j'accepte. Mais parfois, ça va aller ça va te perturber, ça va te déprimer aussi. Toi, combiné de tes problèmes et aussi le problème des autres, ça va détériorer ta santé mentale. Il y a un autre point aussi, Abdoulaye, c'est la notion de temps. Parce qu'en général, quand on est empathique, on a du temps. Et celui qui reçoit derrière, il perd du temps aussi dans beaucoup de choses. Et ça, c'est une notion qui, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est même l'élément par excellence dans la situation. Mais c'est vrai, et c'est tellement vrai parce que vous savez, le temps qu'on donne à quelqu'un, c'est un trésor. Je pense que une personne ne donne pas
quelque chose de plus valeureux, de plus important que le temps. Le temps est fondamental et que quand on le donne juste par empathie, je crois que parfois, si on en abuse, ça devient un problème. Et ça revient à ce que je disais. Tantôt, Amina te disait qu'elle n'aime pas l'excès. Effectivement, l'excès est nuisible. Tout excès est nuisible, comme le dit l'adage. Ouais. Je pense que c'est à ce niveau. Parce que le temps qu'on donne, le risque est qu'on donne un temps qui après aura un impact sur peut-être un programme qu'on aurait dû faire ou des activités qu'on aurait à faire. Et puis c'est ça, en gros, qui fait que souvent c'est un problème d'être trop empathique. Et pour finir avec ça, moi je trouve que l'idéal aurait été que chacun comprenne en tout cas cette dynamique. C'est-à-dire qu'on est en société, on a besoin de partager, voilà, mais quand même de comprendre que même si la personne ne te dit pas que moi, voici mes limites, toi au moins essaie de te dire que moi, voilà, j'essaie de l'aider, n'est-ce pas, à mieux trouver. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi aller dans un changement de mentalité en quelques mots, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, mon cher Genèse. Tout à l'heure, Abdoulaye a parlé des professionnels. Effectivement aussi, Aminata, elle est la psychologue de ses copines, donc c'est elle qui reçoit et qui donne des conseils, en tout cas avec les notions, l'expérience aussi qu'elle a eu acquérie par rapport à tout ça, parce que c'est un autre point aussi, hein, l'expérience, parce que c'est bien de donner des conseils, mais il faudrait emmagasiner au moins, voilà, exactement derrière. En fait, là où je voulais en venir, c'était par rapport à ce côté-là, c'est-à-dire que sur le continent, par exemple, on a une notion très large et parfois biaisée du psychologue, par exemple, qu'on confond parfois avec le psychiatre. On a justement cette facilité à ne pas aller consulter les professionnels. Quand je parle de changement de mentalité, est-ce que ça doit commencer par là aussi, quelque part? Déjà, l'idée de ne pas aller consulter les professionnels, ce n'est pas un dédain ou un déni, pardon. Ouais. C'est plus lié peut-être à une proximité. Dans la famille, je sais que mon frère, ma sœur ne sont pas des psychologues, mais si j'ai peut-être le contact d'un psychologue, mais si je décide d'aller vers mon frère, c'est parce que il y a la notion de connaissance, de proximité, d'intimité aussi, ouais, plus rapprochée. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est pas une notion de coût aussi, une notion de culture aussi? Parce que justement, est-ce que c'est pas le fait que nous soyons habitués à parler à nos proches, on oublie qu'il y a des gens qui sont formés pour ça et qui ont des mots qu'il faut? C'est ça. En Afrique, j'ai envie de dire, dans nos traditions, dans nos cultures, le vrai psychologue se trouve dans notre famille. C'est parce que c'est celui avec qui on a peut-être un lien de consanguinité ou avec qui on partage très souvent certaines choses. Par contre, le psychologue, il est au bureau, moi je suis à la maison. C'est peut-être à travers les explications qu'il aura des réponses à mes interrogations. Entre-temps, dans la famille, il y a l'expérience de tout un chacun. Oui, mais le psychologue aussi, il a l'expérience derrière. Il est outillé, je pense que lui, il a formé, n'est-ce pas, pour régler ce problème. Puis c'est un problème qui se pose. Je pense que là aussi, vous voyez, quand Genèse, il parle comme ça montre justement une idée assez répandue. Bon, c'est mieux quand je parle à un ami, à un proche, que quand je parle à un professionnel. Alors que le professionnel, lui, il a été outillé, il a été formé justement pour régler ce problème-là. En fait, comme on dit, il est là pour mettre les mots sur vos mots. Donc les mots, les paroles sur vos difficultés. Les amis, merci, ça a été une très belle émission. Franchement, je pense qu'on est sorti de là avec beaucoup d'informations. Genèse, ça a été un plaisir de te recevoir comme d'habitude sur le plateau Génération News, étudiant en journalisme et communication. Aminata, étudiante en électromécanique, merci en tout cas d'être de nôtres aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux sur le plateau Génération News, belle émission. Mon cher Abdoulaye, ça a été une première, en tout cas belle découverte pour nous et pour les téléspectateurs de Média 1. Tu reviens quand tu veux, tu es journaliste sur une chaîne de la place. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi, excellente suite des programmes sur nos antennes.